Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Est-ce que d'abord vous avez une première réaction à la visite d'Emmanuel Macron? Je dirais que c'est une intervention et une présence sur le terrain qui est un peu un dernier atout. Il faut voir que, eh bien, pour Emmanuel Macron, aller directement en Nouvelle-Calédonie était une façon, au-delà de se mettre dans les pas de François Mitterrand, etc., eh bien, de tenter de régler in personam le problème et donc de jouer en fait un jeu qui est un jeu à la fois d'éviter une substitution par d'autres, un Édouard Philippe ou un duel ou un duo Larcher-Braun-Pivet qui aurait pu potentiellement lui donner le pion sur une affaire qui apparaît aujourd'hui très régalienne et sur laquelle il est attendu. Alors c'est très intéressant de vous entendre parce que l'intérêt de vous avoir pour commenter justement cette visite, c'est votre triple casquette. D'abord celle de politologue, ensuite celle de constitutionnaliste et enfin celle d'auteur d'un livre, La France en miettes, sur le séparatisme. Donc on va revenir sur l'ensemble de ces dimensions. La première, effectivement, on a commencé à l'aborder, c'est sur justement le caractère politique du déplacement. Donc Macron n'abîme pas son image en prenant ce risque. Il prend un risque. Et on sait qu'il aime prendre son risque, entre guillemets. Ça permet de montrer que lui-même est en capacité de régler les problèmes. Et historiquement, si on prend les deux quinquennats, eh bien, il est vrai que quand le président mouille la chemise et intervient sur le terrain, c'est souvent plus efficace. Souvenez-vous, les Gilets jaunes, etc. Il y a cette mystique du chef de l'État qui, dans l'interpersonnel avec ses interlocuteurs, que ce soit un gilet jaune, que ce soit un chef d'État, est en capacité de franchir les obstacles. Ça n'a pas toujours si bien marché. Néanmoins, ici, établir un lien direct permet à la fois de se mettre en avant et permet également autre chose qu'il faut bien avoir en tête. On a des partis et des leaders indépendantistes qui sont décrédibilisés du point de vue de leur base. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas rentrer dans une logique de négociation parce qu'ils sont dépassés par leur base. En y allant et en discutant avec eux, vous les légitimez. Vous leur redonnez de la légitimité et donc potentiellement vous en refaites des interlocuteurs pour que demain on puisse rentrer dans un processus de dialogue qui aujourd'hui est au point mort. Alors, ce processus de dialogue, Emmanuel Macron veut le relancer moyennant un certain nombre de conditions. On en a entendu certaines. Et également moyennant un certain nombre de renforts, de mesures immédiates. D'abord, peut-être un premier commentaire sur ce que l'on vient d'entendre et sur les annonces faites par Emmanuel Macron ce jeudi. Si vous voulez, on a pour Emmanuel Macron la nécessité, encore une fois, de relégitimer ses interlocuteurs. Or, aujourd'hui, il faut reprendre l'historique pour comprendre les annonces d'aujourd'hui. C'est-à-dire que historiquement, on a depuis 2021 un processus qui n'avance pas. Or, il faut sortir du cadre des accords de Nouméa. On y est contraint pour des raisons juridiques. On ne peut pas tenir aujourd'hui des élections au Congrès de Nouvelle-Calédonie. Elles seraient annulées par le Conseil constitutionnel. Et la CEDH nous a dit, vous êtes contraints de rétablir un minimum de suffrage universel. Donc la question du dégel du suffrage est une nécessité. Le projet actuellement en cours... Sous l'impulsion, ça c'est très intéressant de le rappeler, de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme. Qui dit en fait, vous êtes dans un processus... en cause une rupture d'égalité et donc un manque de justice. Alors qui dit en fait, vous êtes dans le cadre d'un processus de décolonisation, réellement. Et dans les processus de décolonisation, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on considère qu'entre le moment où vous décidez le processus et le moment où il y a de l'autodétermination, eh bien, vous devez éviter, dixit la CEDH, d'établir une colonie de peuplement. Et donc, ce faisant, pour éviter qu'il y ait une transformation démographique du territoire en question, on gèle le corps électoral. D'habitude, ça dure quelques mois, quelques années. Là, le gel dure depuis beaucoup trop longtemps. Et donc, ce faisant, on commence à avoir des distorsions qui deviennent inacceptables. C'est une nécessité juridique. Alors, question aux constitutionnalistes, mais aussi aux spécialistes des séparatismes. Qu'est-ce que raconte et qu'est-ce que révèle ce gel sur des années, sur des décennies de ce processus électoral? Est-ce que le processus de décolonisation est vraiment en marche ou est-ce qu'il a fonctionné? Est-ce que finalement, je vous pose la question différemment, on revient à Matignon en 1988 avec Michel Rocard, les socialistes et Michel Rocard, tout juste arrivé au pouvoir à ce moment-là, imposent ces accords de Matignon après le drame d'Ouvéa et finalement, lui se met dans la perspective de l'indépendance. Et à l'époque, les opposants au référendum, qui sont très peu, finalement, disent « mais les Calédoniens ne veulent pas de cette indépendance ». En fait, vous avez tout à fait compris la chose, on est resté bloqué en 1988. C'est le drame de ce processus de décolonisation. Quel est le débouché d'un processus de décolonisation d'habitude ?
il est binaire. Soit vous avez une pleine intégration dans la République. C'est ce qui s'est passé notamment avec ce qu'on appelle les DROM, la Réunion, les Antilles, etc. Où là, à l'origine, c'est la revendication de Césaire en 46, vous départementalisez. Départementaliser, ça veut dire quoi? Statut de droit commun et égalité des droits pour les populations qui sont présentes. Sortie de la colonisation, entrée dans le droit commun. De l'autre côté, il y a l'indépendance, ce que vont choisir beaucoup de territoires après les années 1960. Le problème, c'est qu'ici, on reste bloqué entre les deux. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aucun des acteurs politiques dans ce dossier n'avait tout à fait intérêt à sortir de cette ambiguïté. Pour les loyalistes, il y a cette idée que le temps joue en leur faveur et que plus on repousse, plus, in fine, l'indépendance apparaît moins probable. Et du côté des indépendantistes, les données ne leur ont jamais vraiment été favorables. C'est-à-dire que, quand on prenait les enquêtes, etc., on pouvait s'attendre à plutôt un non à l'indépendance, donc il fallait reporter le processus. Le problème, c'est que ce report sempiternel fait qu'on est bloqué dans ce processus. Alors, l'autre jour, Marion Maréchal affirmait que 41% des Kanaks étaient opposés à l'indépendance. Est-ce que déjà ce sont des chiffres qui paraissent crédibles? Et question subsidiaire, s'ils sont crédibles, pourquoi autant de Kanaks s'opposent à l'indépendance? Alors, il y a plusieurs éléments, si vous voulez. Alors, est-ce qu'ils sont crédibles? On peut difficilement le dire, parce que vous n'avez pas votre identité ethnique quand vous allez voter. Certes. Et donc, ce faisant, on a des taux qui sont quand même très importants pour le oui à l'indépendance dans les provinces nord et les îles Loyauté, à très grande majorité kanak. Donc, malgré tout, il y a une forme de bipolarisation de l'électorat qui est très claire. C'est moins clair pour les Kanaks, en revanche, vivant dans la banlieue de Nouméa, qui sont plus branchés à l'économie non liée aux usines de nickel dans l'île. Après, le coût de l'indépendance serait un coût important, tout bêtement parce que la filière nickel est par terre. On comprend ce qui se passe actuellement si on comprend deux échecs. L'échec du projet de loi sur l'élargissement du suffrage, ok, on en a beaucoup parlé, mais également l'échec du plan nickel, qui devait permettre de tenter... On peut peut-être rappeler ce qu'était le plan nickel, parce qu'effectivement, on ne comprend la Nouvelle-Calédonie que... on a compris, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie si on a compris ce qui se passe autour de ce minerai. Exactement. Il faut comprendre que le cours du nickel s'est effondré et que le nickel de Nouvelle-Calédonie n'est pas du tout concurrentiel par rapport notamment à ses concurrents d'à côté, c'est-à-dire pour ce qui est de l'Indonésie. Et donc aujourd'hui, on a trois grosses... On accuse même les Chinois d'avoir acheté du nickel bradé pour pouvoir... indonésien pour pouvoir faire baisser le cours du nickel français produit en Nouvelle-Calédonie. Exactement, et eux-mêmes en produisent. Et on a 3 usines. Ces usines aujourd'hui sont profondément déficitaires. On injecte plusieurs milliards par an pour tenter de maintenir l'économie de l'archipel. Et sur ces 3 usines, on n'arrive pas aujourd'hui forcément à trouver des repreneurs. Et donc, on est dans une situation où le principal poumon économique de l'île est par terre, où le principal poumon économique, certes, le nickel est une richesse, on en a besoin pour les batteries, pour beaucoup de choses, mais fondamentalement aujourd'hui, le nickel néo-calédonien n'est pas concurrentiel. Donc on a une crise en profondeur de l'économie de cette île. Or, il faut bien comprendre que l'économie du nickel profitait notamment à la province nord, à majorité kanak. Et donc aujourd'hui, les Kanaks sont les plus impactés, et notamment les jeunes Kanaks, par cette crise du nickel. Et donc vous avez une crise économique et sociale profonde, plus une sorte de game over concernant le processus d'indépendance tel qu'il pouvait être conçu par les accords de Nouméa, ce qui fait que la crise politique s'ajoute une crise économique qui induit une explosion de la cocotte minute. Que peut faire la mission qui est censée être lancée par Emmanuel Macron? Alors, il faut revenir encore une fois sur l'historique de ce qui s'est passé depuis 2021. De 2021 à 2023, il ne se passe pas grand-chose du point de vue des négociations. Pourquoi ? Pas tant parce que loyalistes et indépendantistes sont à couteau tiré, oui, ils le sont, mais surtout parce que les deux camps sont très divisés. Et donc, ce faisant, personne n'arrive à négocier. Or, encore une fois, que nous dit le Conseil d'État ? Le Conseil d'État nous dit il faut qu'il y ait une régularité dans les élections, donc il faut tenir des élections au Congrès de Nouvelle-Calédonie, des élections provinciales, avant 2025. Mais en même temps, souvenez-vous, il faut qu'on dégèle le suffrage pour ce faire. Donc, on a besoin d'avancer sur ce dossier-là. Ce dossier-là, c'est ce qui permet aux Kanaks d'avoir une monnaie d'échange parce qu'ils savent qu'ils vont devoir céder là-dessus. Le FLNKS jugeait que les 10 ans glissants, c'était acceptable. D'ailleurs, c'était la version avant que Jacques Chirac gèle le suffrage en 2007. Donc théoriquement, on va là-dessus, mais c'est une concession de la part des Kanaks et de la part des indépendantistes. De l'autre côté, ils cherchent à avoir des avantages en échange. Les loyalistes veulent notamment un rééquilibrage du Congrès en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, la province Nord est représentée et surreprésentée par rapport à la province Sud.
Les indépendantistes n'en veulent pas. Donc, on peut donner ça. De l'autre côté, il y a la question du nickel, des aides économiques. Il y a enfin la possibilité d'un nouveau référendum, etc. Donc, la question, c'est un accord global. Cet accord global, la modification du mode de suffrage en est l'un des éléments. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un accord global pour faire passer la couleuvre de la modification du mode de suffrage, sachant que, vu comme les couteaux ont été tirés ces dernières semaines, ça va être d'autant plus compliqué parce que les leaders sont prisonniers de leur base. Parce que, est-ce qu'on peut trouver un accord global, à l'heure où on se parle, sans reporter la réunion du Congrès qui acte le dégel du corps électoral ? C'est objectivement compliqué, tout bêtement, parce que c'était Mais est-ce que c'est un possible ? outil. Alors, juridiquement, oui. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut tenir des élections avant mi-2025. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'hiver austral et que l'hiver austral et l'été austral, ce n'est pas tout à fait la même chose que oui, c'est-à-dire que là, en Nouvelle-Calédonie, là, on est en train d'arriver en hiver. Hein. Exactement. Et qu'à début 2025, ça va être les grandes vacances. Et que donc, ce faisant, vous ne pouvez pas tenir des élections début 2025. Hein, ça reviendrait à les tenir, nous, au mois d'août. Donc, ça veut dire faire des élections dans un an. Ça veut dire que soit on fait des élections à la fin de l'année 2024, soit on les fait beaucoup plus tard, au printemps ou au début d'été 2025, ce qui est limite, réellement. Et donc, ce faisant, on peut repousser aujourd'hui ce texte-là. On peut le repousser le temps que les élections se tiennent, mais ça veut dire que si on le repousse, elles ne pourront se tenir que dans cette petite tranche de mi-2025, et que donc, ça laisse quand même pendant le fait qu'on se retrouve face à un vide politique pendant quelques temps, et ça, c'est embêtant. Pourquoi ? Ce sera embêtant parce que, encore une fois, si jamais on avait des élections aujourd'hui, à mode de scrutin constant, elles seraient annulées. Et donc, ce faisant, ça veut dire qu'on n'aurait plus de pouvoir en Nouvelle-Calédonie. Oui, donc une instabilité chronique, une contestation chronique de la légitimité. La présence de la CCAT à l'origine des violences dans les discussions avec Emmanuel Macron, c'était pertinent ? Ça peut l'être, parce que là, encore une fois, il faut comprendre la difficulté qui est celle des indépendantistes pour négocier. On comprend la crise que si on ne comprend, que si on ne comprend ça. Les indépendantistes voient le texte sur le mode de suffrage avancer. Et donc, c'est embêtant parce qu'encore une fois, ils perdent leur principal outil de négociation. Que faire ? Eh bien, mobiliser sur ce sujet-là. Ils créent des organisations de coordination. Et là, en effet, vous avez la CCAT. Et de l'autre, ces organisations de coordination mobilisent une jeunesse. Les partis perdent le contrôle de ces instances de coordination, qui elles-mêmes perdent le contrôle des jeunes. Donc on est dans une porte de contrôle à 2 étages dans cette affaire-là. Si jamais vous voulez reprendre le contrôle, et si jamais vous voulez que vos interlocuteurs demain puissent négocier et faire accepter à leur base ce qui va être une nécessité, c'est-à-dire l'abandon du gel du suffrage. Il faut les relégitimer, il faut qu'ils reprennent le contrôle. Si jamais vous considérez que cet échelon-là, et l'échelon des organisations de mobilisation, n'est pas un échelon adéquat pour discuter, eh bien à ce moment-là, vous risquez fort de vous retrouver face à des leaders de partis indépendantistes incapables de rentrer en dialogue avec vous, parce que dépassés par leur base, avec qui plus est, il ne faut jamais sans l'oublier, des menaces physiques qui peuvent s'exercer. Est-ce que l'idée de Marine Le Pen, d'un référendum dans 40 ans, vous paraît pertinente ? On va être obligé de tenir un référendum d'ici quelques temps si on veut probablement sortir par le haut. Alors, il y a une idée qui est suggérée par le grand constitutionnaliste Jean-Éric Schuttel dans le Figaro, un nouveau référendum du fait des conditions un peu spéciales du précédent. C'est une possibilité. Mais apparemment, Emmanuel Macron, là, exclut cette éventualité. Je dis apparemment parce qu'on avait l'impression, dans sa déclaration de Nouméa, d'être, encore une fois, dans le en même temps. D'un côté, hors de question de revenir au 3e référendum, mais d'un autre côté, il faudra bien un nouveau référendum. Alors, quand vous écoutez Gérald Darmanin devant les commissions, notamment la commission des lois du Sénat, il y a quelques mois, il prévoyait déjà un nouveau référendum dans une génération, disait-il. Qu'est-ce que ça signifie une génération ? Avoir 30-40 ans, en réalité. Donc, ce n'est pas quelque chose de tout à fait exclu. Il faut comprendre la situation politique. Si jamais on considère qu'il faut que les indépendantistes puissent rentrer dans un processus politique, quand vous êtes indépendantiste, on ne vous achète pas à long terme avec des promesses de rééquilibrage des voix au Congrès. Il faut que vous puissiez continuer à viser l'indépendance. Donc s'il n'y a plus de référendum perçu comme étant possible, eh bien, l'idée de faire un deal avec les indépendantistes va être très compliquée. C'est pourquoi la perspective d'un référendum, probablement au vu de la situation, va s'imposer à terme. Le problème, évidemment, c'est qu'en restant dans une logique référendaire dans un temps assez lointain, vous maintenez un régime colonial.
On est toujours dans cet état d'exception, à mi-chemin entre l'indépendance. Et ça, c'est la logique des accords de Matignon et des accords de Nouméa. Qu'est-ce qui se passe en 98 ? On repousse un référendum qui aurait dû avoir lieu parce que les partis s'entendent pour le repousser, pour les raisons qu'on a données tout à l'heure. Dans les années 2000, mais laps de temps devait être 2014, 2016, finalement on repousse 2018, 2021. On repousse sans cesse les référendums parce que les acteurs se sont installés à demeure dans cette forme d'ambiguïté. Que va-t-on faire probablement pour sortir de cette crise ? Eh bien, à nouveau s'installer à demeure dans cette forme d'ambiguïté et, in fine, bon an, mal an, à prévoir un nouveau statut qui permettra de reprendre les choses dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. La proposition de Jean-Éric Schoettl est la bonne pour sortir de la situation. C'est-à-dire qu'on referait un référendum pour poser la situation de manière claire. Le problème, c'est que politiquement, la cocotte minute ayant tellement explosé qu'aujourd'hui, on ne pourra pas probablement sortir de cette situation. Est-ce que l'île peut se relever de ces émeutes ? Économiquement, oui. Enfin, les émeutes ont créé des dégâts, mais bien moins que la crise du nickel. Vous voyez, le problème, il est beaucoup plus fondamental. Il est le fait qu'on a 2 communautés aujourd'hui à couteau tiré qui sont assises sur un effondrement économique lié à la crise du nickel. Si la Calédonie quitte Paris, qu'advient-il ? C'est pas un hasard. Hein. Si vous avez aujourd'hui l'Azerbaïdjan, si vous avez la Chine qui intervient en Nouvelle-Calédonie, il faut voir que... Est-ce que le risque, c'est pas surtout qu'il y ait une espèce de guerre de l'opium, si j'ose dire, ou de la guerre du nickel sur le caillou, une fois que si la France s'en retirait, entre Chinois, Australiens et peut-être éventuellement Azéris ? Nos principaux détracteurs en Nouvelle-Calédonie dans les années 80, c'est la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ouais. Aujourd'hui, les deux sont très inquiets de voir à leur porte un porte-avions chinois. Est-ce qu'elles n'ont pas créé cette situation-là ? Elles ont en partie suscité et soutenu le nationalisme kanak. Toutefois, il faut voir que ça se conjugue évidemment avec une crise interne. Elles ne l'ont pas créé non plus. Est-ce que la France, justement, n'a pas un rôle à jouer en pouvant être... justement un modérateur du conflit australo-chinois? Alors, elle pourrait être un modérateur, même si à travers sa stratégie indo-pacifique, elle a quand même clairement choisi son camp. Et donc, ce n'est pas tout à fait un hasard si aujourd'hui, Canberra n'est pas si fâché de nous voir présents à Nouméa, alors que Pékin aimerait bien s'y installer. Qui l'aurait cru ? Merci beaucoup, Benjamin Morel. Je rappelle votre dernier livre, La France en miettes, c'est aux éditions du Cerf. On va